Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme quotidien direct. Aujourd'hui, une édition spéciale qui sera consacrée à 2 ans de la présidence de Abdel Fattah el-Sisi. Aujourd'hui, nous allons parler des réalisations de Abdel Fattah el-Sisi au cours de ces 2 années, également des pour les 2 années à venir. Nous allons nous rappeler des événements qui ont conduit Abdel Fattah el-Sisi à être à la tête de l'Égypte et également nous allons voir ensemble comment l'Égypte a pu réintégrer la scène internationale arabe et africaine à travers ses décisions et également à travers une mobilisation internationale accrue et intense. Nous allons nous rappeler de tous ces projets au cours de notre édition. Un débat principal va vous détailler également l'action du président Abdel Fattah el-Sisi au cours de ces 2 ans. Et nous allons commencer avec un commentaire au cours duquel nous allons retourner un peu au passé. El-Sisi a été élu lors des élections de mai 2014 avec 97 des voix, devant le nouveau président égyptien, devenant le nouveau président égyptien. L'annonce de la haute commission électorale avait provoqué la joie de millions de partisans qui sont descendus fêter la victoire de leur champion sur toutes les grandes places d'Égypte. Ayachel et Sarah al-Maghrabi se rappeler de ces événements avec nous. Après la révolution du 30 juin 2013 et la chute de l'ancien président à l'issue d'une manifestation monstre de dizaines de millions d'Égyptiens qui sont descendus dans les rues à travers le pays, le gouvernement intérimaire dirigé par Adli Mansour annonce que l'élection présidentielle aura lieu avant mi-juillet 2014. En même temps que les élections législatives, elle est finalement annoncée pour les 26 et 27 mai, puis prolongée jusqu'au 28 mai. Seules 2 candidatures ont pu être déposées, celle de l'ancien chef de l'armée et ministre de la Défense Abdel Fattah el-Sisi, annoncé comme le favori, et le candidat de gauche Hamdine Sabahi, déjà candidat en 2012. L'élection est remportée par el-Sisi avec 96,81% des voix, face à Hamdine Sabahi 3,09%, avec un taux de participation de 47,5%. Après l'annonce des résultats, le discours d'Abdel Fattah el-Sisi a été bref et sobre. Il a remercié les Égyptiens qui lui ont fait confiance, mais également tous les Égyptiens qui ont participé à la présidentielle, ainsi que son adversaire Hamdine Sabahi, nassérien de gauche. Une nouvelle page est ouverte, a déclaré Sisi télévisée. Une page qui nécessitera beaucoup de travail et d'union pour réaliser un avenir meilleur, a conclu le nouveau président. Plus que le taux écrasant d'électeurs s'étant exprimé en sa faveur, c'est le nombre absolu de voix obtenues par Abdel Fattah el-Sisi qui fait la joie de ses partisans. Dans un télégramme de félicitations, le roi d'Arabie Saoudite a qualifié de journée historique l'élection du nouveau président et appelé à une conférence des donateurs pour aider l'Égypte à sortir de sa crise économique. L'élection présidentielle égyptienne de 2014 est la 3e élection présidentielle de l'histoire de l'Égypte, celle de 2005 et celle de 2012. Ainsi, le dimanche 8 juin 2014, le président élu Abdel Fattah el-Sisi a prêté serment devant la Haute Cour constitutionnelle en tant que président de l'Égypte pour un mandat de 4 ans. Les Égyptiens s'étaient rassemblés devant le palais présidentiel pour fêter l'investiture de leur nouveau président. Et également, il y avait des délégations venant des 4 coins du monde féliciter le nouveau président. Et c'était vraiment une journée mémoriale. Commentaire avec Ayachel et Sarah al-Maghrabi. L'ancien chef d'état-major Abdel Fattah el-Sisi a été investi à la présidence égyptienne le 8 juin 2014 en présence de délégations occidentales. Ce jour-là, el-Sisi a prêté serment devant la Haute Cour constitutionnelle en tant que président de l'Égypte pour un mandat de 4 ans. La cérémonie d'investiture avait commencé par la lecture de versets du Saint-Coran. Ensuite, le vice-président de la Cour, le juge Meher Semi, a pris la parole. Il a confirmé que la révolution du 30 juin était une révolution et jamais un coup d'État, tandis que les frères musulmans avaient pris d'assaut la révolution du 25 janvier pour déchiqueter le peuple égyptien. Le temps est venu de bâtir un avenir plus stable, a déclaré le nouveau président. Mettons-nous au travail pour établir les valeurs du droit et de la paix, a-t-il ajouté. Dans son premier discours à la nation en
Président, il a annoncé que dans la phase à venir, il allait se concentrer sur la lutte contre le terrorisme, faire échec au terrorisme et apporter la sécurité. Telle sera la priorité numéro 1 dans la phase qui s'ouvre, a dit Sisi quelques heures après son investiture. Épuisé par 3 années de troubles depuis le renversement de Hosni Moubarak en 2011, après près de 30 années de présidence, les Égyptiens ont élu Abdel Fattah el-Sisi fin mai. Ce jour-là, le 8 juin 2014, les Égyptiens se sont rassemblés devant le palais présidentiel. Ce jour-là, pour fêter l'investiture de leur nouveau président, Abdel Fattah el-Sisi. Depuis l'élection présidentielle de juillet 2014, l'horizon économique apparaît dégagé. Le gouvernement œuvre à appliquer un programme ambitieux pour le développement stratégique de manière à garantir la croissance économique. L'Égypte œuvrait à appliquer un programme pour soutenir le processus de transition dans le pays en renforçant la transparence et luttant contre la corruption. Faisant allusion sur la fonction publique. Le côté économique sera abordé au cours de notre débat principal pour aujourd'hui avec plus de détails. Nous allons passer en revue les méga-projets lancés sous la présidence de Abdel Fattah el-Sisi, parrainé par el-Sisi, tels que le nouveau canal de Suez. Nous allons parler également de plusieurs projets d'infrastructures qui ont été accomplis et d'autres qui sont en phase d'être réalisés. Nous allons parler du grand projet qui a été destiné à la population vivante dans des endroits et des zones dites dangereuses. Le projet de Asmarat 1 et 2, également inauguré par Abdel Fattah el-Sisi. Et ce je tiens à dire qu'au début, c'était un projet qu'il fallait prendre 4 ans de travail, mais Sisi a insisté que ça passe en 2 ans uniquement et vraiment on l'a vu réaliser ce projet sur le terrain. Plusieurs autres aspects comme par exemple le côté militaire, l'Égypte et son armée sont devenues plus fortes aujourd'hui à travers des achats d'armes conclus avec les grandes puissances du monde. Toujours, ce sont des idées parrainées par Sisi. Également, côté sécuritaire, bien sûr, le Sinaï est un champ de bataille contre les terroristes, mais l'Égypte entière connaît actuellement une stabilité beaucoup plus connue et constatée qu'avant. Et nous allons également parler de ce côté. Et à présent, le côté économique avec ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. Ce sont des efforts immenses déployés par le gouvernement pour appliquer le plan de développement économique et social. Le gouvernement procède à des projets géants pour assurer des emplois aux jeunes, dont ceux de la nouvelle capitale, du Triangle d'Or, de la bonification des millions de fédans et les projets de construction des millions d'habitations et du réseau de transport en commun. La croissance du produit intérieur brut est ressortie à 3,7% au dernier trimestre de l'exercice budgétaire 2013-2014 contre 1,5% l'année précédente. Le PIB devrait progresser de 3,8% sur 2014-2015 et de 4,3% l'année suivante, après une hausse de 2,2% en 2013-2014. Cette croissance continue sera étayée par les perspectives de stabilité par le début des travaux d'extension du canal de Suez et par l'amélioration du moral des entreprises à la suite des réformes de grande ampleur. Néanmoins, la reprise économique est encore fragile pour diverses raisons. La forte inflation, un solde budgétaire, le ratio élevé de l'encours de la dette publique sur le PIB et la montée du chômage. Le redressement de l'économie dépendra de la poursuite des efforts de réforme. La croissance est tirée par le secteur manufacturier malgré les et la modification du régime de subvention à l'énergie. Pour lever les principaux obstacles au développement du pays, les autorités devront principalement comprimer l'inflation, réduire le chômage des jeunes, améliorer la gestion de l'énergie, remédier du déficit budgétaire structurel, ainsi qu'à d'autres problèmes découlant de la dette publique qui n'ont pas pu être résolus, malgré la hausse des recettes budgétaires découlant de l'élargissement de l'assiette fiscale et de la réforme du régime des subventions.
عرفنا نقدم مشروع المليون ونص فدان. مشروع معدات وافراد وكل الدراسات الخاصه به تم الانتهاء منها. اول مثال على الريف المصري الحديث هتشوفوه بالفعل شغال. اراضي اتعملت واتجهزت، ابار اتحفرت واتجهزت واتحطت عليها وسائل الري بتاعها. ان احنا مش هنعمل حاجه الا اذا كانت مدروسه كويس. انتوا بتعملوا حاجه عظيمه جدا، ما كانش قدامنا خيار تاني غير كده، نفضل نشتغل. الدوله الشعب هو اللي بيعمل الدوله. بناء البلاد جهد وعرق واخلاص وامانه. انا اتحدى اي حد يقدر يعمل اللي احنا بنعمله ده في 10 سنين. Nile TV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. On parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tout qui vous intéresse. Info, débat ou analyse, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte.
téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition, c'est une édition spéciale puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de 2 ans de la présidence de Abdel Fattah el-Sisi. Nous allons parler des réalisations dans tous les domaines, que ce soit également interne ou à l'extérieur, à l'étranger. Nous allons parler du côté économique, politique et également sécuritaire. Nous allons aborder plusieurs sujets au cours de notre débat et nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au studio Dr Mohamed Nasr, membre du haut comité du Parti Louaf des professeurs de chirurgie cardiaque. Bienvenue à notre programme. Et également Dr Rami Nina, vous êtes égyptologue. Bienvenue à notre programme. Je commence par vous, Dr Mohamed Nasr. Ici, on parle du côté politique. 2 ans avec le nouveau président qui a déjà passé la moitié de son mandat jusqu'à aujourd'hui, Abdel Fattah el-Sisi. Au début, avant qu'il soit le président, il y avait une sorte de chaos politique sur scène, puisqu'il y avait la révolution du 25 janvier, puis il y avait un an sous les frères musulmans et un passage transitoire avant les élections présidentielles. Aujourd'hui, en regardant la scène politique, comment peut-on la qualifier et est-ce que ça avance dans un côté positif ou non? Non, je pense que globalement, c'est un bilan positif. L'Égypte avait besoin, comme vous l'avez dit, elle est sortie d'une période, après la Révolution, elle était en une période de chaos. Et il a fallu une main forte pour redresser la sécurité à l'intérieur du pays et établir un ordre public. Chose qui avait disparu pendant la période immédiatement post-révolution. Voilà, donc ça, maintenant, vous pouvez descendre dans la rue, et ça, c'est très important à dire, et que les étrangers doivent savoir. Maintenant, vous pouvez vous balader dans 3 heures du matin en toute sécurité. Il y a quand même une grande sécurité maintenant dans le pays, et ça, c'est une grande réalisation. D'autre part, le problème de l'électricité, il n'y a pas eu de... on n'a plus de panne d'électricité, il y a eu beaucoup de projets dans le domaine de l'électricité, et ça, c'est quelque chose vraiment de positif. Ceci dit, est-ce que tout est rose, non, il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer. On a besoin de plus d'efforts dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, etc. Mais je pense que ça fait partie du plan gouvernemental à venir, mais qui consiste, qui représente, à mon avis, une priorité. Parce que lorsque on investit, il faut avant tout investir dans les ressources humaines. Parce que ce sont les ressources humaines qui vont vraiment construire le pays. C'est-à-dire, avant de construire le bâtiment, il faut construire la personne qui habite dans ce bâtiment. Justement, si on va parler, docteur Rami Samir Mina, du côté économique, il y a plusieurs projets qui ont été accomplis ou en voie d'être réalisés actuellement avec... Abdel Fattah el-Sisi. On commence avec les projets d'infrastructure, les chemins routiers qui ont été vraiment rénovés au cours de ces 2 dernières années. Il y a bien sûr la conférence de Sharm el-Sheikh et le méga projet qui a rassemblé tous les Égyptiens, le nouveau canal du Suez. Si on fait également le bilan économique, comment peut-on vraiment voir ces réalisations et comment peut-on évaluer ce qui a été réalisé? Pour évaluer, on a besoin du numéro, de nombre pour indiquer ça, parce que aussi c'est la langue de l'économie, c'est la langue Donc, selon l'économie, selon les statistiques officielles que nous avons eu un progrès tout à fait bien. On n'a pas tout réalisé jusqu'à maintenant, mais on est sur le chemin. Donc, on a fait beaucoup de choses. Premièrement, comme vous avez dit, la première chose, c'est le projet du canal de Suez. C'est la chose la plus importante, sans doute, et c'est très connu par tout le monde maintenant. Nous avons fait beaucoup de chemin. Nous avons, pour l'économie, comme vous avez dit, maintenant, par exemple, d'un chiffre, nous avons amélioré maintenant 5,6%.
de l'économie améliorée. Tout de développement. Oui, tout le développement général. Et c'est selon les chiffres qui existent officiellement et sur l'Internet et partout. Et aussi, nous avons la réputation économique maintenant d'Égypte est améliorée d'avant. Il y a 2 ans, ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc, c'est amélioré. Nous avons maintenant 60 000 opportunités de travail que le pays a données pour les gens, pour tout le monde. Et nous avons construit 67 000 maisons nouvelles partout en Égypte. Oui, moi je viens de citer au cours du début de notre édition que le président vient d'inaugurer un grand projet de logement et d'hébergement pour les familles en zone non sécurisée, c'est-à-dire dangereuse, pas non sécurisée. 1 et 2, c'était un grand projet réalisé totalement par le fonds Tahya Masr. Alors là, on voit également la société civile qui est vraiment aide et qui peut vraiment... Et comme vous avez dit, aussi l'Émirat a aidé pour ça. Oui, Tahya Masr a vraiment réalisé ce projet tout seul avec les fonds égyptiens cette fois-ci. Et c'était très bien que les Égyptiens, également à travers le nouveau canal de Suez, essayent d'aider le pays à sortir de la crise économique. Exactement, c'est ça. Et c'est ce que nous avons besoin de faire. Le problème de logement et la maison en Égypte, c'est un problème éternel, comme on dit en Égypte. Donc ça se continue toujours. Et maintenant, avec tout ce qu'on a fait, ça commence à résoudre le problème, spécialement pour les gens qui ne peuvent pas payer pour l'appartement, qui sont tout à fait chers pour eux. Par exemple, il y a beaucoup aussi dans le champ économique. Nous avons, par exemple, fait de ports nouveaux. Par exemple, nous avons, j'ai écrit beaucoup aussi. Oui, il y en a plein de projets qui ont été réalisés. Si on parle de développement, donc on a besoin de savoir qu'est-ce que s'est passé en Égypte. Par exemple, nous avons 4, pour le métro par exemple, nous avons 4 nouveaux métros que nous avons construits dans le 2e chemin de métro. Nous avons reçu jusqu'à maintenant 2 trains de 20 trains qui sont contractés avec les Coréens. Ça a coûté 2 milliards 300 000 livres égyptiens pour la première ligne seulement. Et nous avons développé amélioré 14 trains pour le métro qui ont coûté 60 millions de livres égyptiens. Nous avons reçu 3 wagons qui coûtent 33 millions de livres égyptiens. Nous avons construit des chemins et des ponts qui ont coûté jusqu'à maintenant seulement 3 milliards 200 000 livres égyptiens. Nous avons fait beaucoup de chemins qui sont maintenant 3200 km jusqu'à maintenant. Le port de Hurghada, le port de Hurghada, on a amélioré, on a agrandi. Ça va absorber maintenant 700 000 passagers chaque année. Ça a coûté 200 millions de livres égyptiens. Nous avons fait nous avons amélioré aussi le port de Nouéba pour absorber 1700 000 millions de passagers. Ça a coûté jusqu'à maintenant 205 millions de livres égyptiens. On a maintenant le chemin marine entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite qui s'appelle Port Taoufiq Daba. Ça a commencé maintenant une autre fois après 8 ans d'arrêt. Ça s'est arrêté pour 8 ans et maintenant ça fonctionne. Et aussi, on a inauguré le port de Castal entre l'Égypte et le Soudan. C'est environ 45 000 mètres carrés et ça a coûté 79 millions de livres égyptiens. Dans beaucoup de champs seulement. Par exemple, il y a beaucoup de champs. Beaucoup de réalisations. Le champ d'éducation, le champ de sécurité, le champ de... Beaucoup de champs, mais avant de parler avec vous concernant les... Je voudrais également retourner encore une fois à vous, Dr Mohamed Nasr, pour parler d'un aspect politique très important de ces 2 années. Au début de la présidence, de ce mandat de présidence d'Abdel Fattah el-Sisi, on a vu vraiment des attaques atroces de la part de quelques pays occidentaux et même en Afrique ou arabes. Et les Égyptiens, ils avaient peur de leur choix au début, parce que c'était les Égyptiens qui avaient choisi ce nouveau président. Mais on a vu par exemple que l'Égypte, comme membre de l'Union africaine, ça a été bloqué pour un certain moment. Les grands pays occidentaux comme la France, l'Allemagne ou l'Italie avaient des propos un peu
contre l'Égypte. Mais à travers le temps, ces 2 années, si on regarde aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. On voit des visites de ces grands présidents et responsables étrangers qui viennent en Égypte solliciter, si j'ose le dire, bon, la réconciliation et également la coopération avec l'Égypte. On voit que le ton a changé en parlant de l'Égypte sur la scène africaine, également arabe. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé et a poussé l'opinion internationale à changer d'avis envers l'Égypte? Je pense que l'opinion n'a pas encore tout à fait changé. Oui, c'est vrai. Il faut avoir les pieds sur terre et voir où est-ce qu'on est exactement. Non, il y a des problèmes. Ceci dit, lorsque on a eu la révolution, il y a eu une période où un clan, les frères musulmans, ils voulaient changer l'identité du pays. Ils voulaient changer le côté, que je dis, laïque de notre pays. Et ça, le peuple égyptien l'a refusé. On ne peut pas changer l'identité d'un pays comme ça. Nous ne sommes pas les talibans, nous ne sommes pas en Afghanistan, nous ne sommes pas l'Irak, etc. Donc il a fallu une main forte pour destituer ce régime théologique. Parce que, voilà, et ça, à mon avis, c'était une grande réalisation. L'Occident n'avait pas compris le fait de pouvoir donner un président élu. Il n'avait pas compris ça. Or, lorsque le président qui a été destitué, il n'a pas été destitué par l'armée, mais l'armée a répondu à l'appel de la population. Et ça, c'était quelque chose qu'il fallait bien expliquer. Lorsque les pays ont réalisé que le problème essentiel de notre société, c'était de combattre un régime qui voulait changer notre identité, les tons se sont temporisés. Ceci dit, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin à faire. On apprend un système de médias beaucoup plus rationnel, beaucoup plus clair, beaucoup plus clair et transparent. Clair, transparent et correspond à la presse internationale. Moi, je crois que, vous savez, le président Reagan, oui, des États-Unis, lui-même n'était pas une grande lumière. Mais il a su se faire entourer par des conseillers qui étaient des conseillers. Et ce qui a fait que le président Reagan fut un des meilleurs présidents des États-Unis. C'est pour ça que moi je crois que pendant les 2 années qui sont passées, moi je crois que le bilan est positif. Pour les 2 prochaines années, il faut changer un peu d'orientation. Il faut commencer à consulter les experts en économie, les experts en politique interne et internationale, pour essayer de continuer le chemin et réaliser un mandat réussi. Regardez par exemple le Brésil, le président Lula da Silva Lula au Brésil. Comment il a pu redresser le Brésil pendant il a redressé lorsqu'il a fait tout pour augmenter le pouvoir d'achat des citoyens dans les favelas. Lorsqu'il a augmenté le pouvoir d'achat des citoyens aux favelas, la roue de l'économie a tourné et ils se sont développés. Et je crois que ça, c'est un exemple à voir et un exemple parce que le pouvoir d'achat des citoyens, c'est ce pouvoir d'achat qui permet aux gens d'acheter et par conséquent permettre aux usines de produire, de continuer à produire. Les Égyptiens sont de très grands consommateurs. Absolument. Mais leur pouvoir d'achat, c'est très important de ne pas toucher trop au pouvoir d'achat des citoyens. Même regardez en Grèce, lorsque l'Union européenne a essayé d'imposer des restrictions trop dures aux citoyens, il y a eu des comptes
Et enfin, ils ont compris que le pouvoir d'achat du citoyen est important pour redresser une économie. Certes, c'est très très important de faire des projets à long terme. C'est très important. On va sentir ça dans plusieurs années. Mais il ne faut pas négliger la situation actuelle et l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui, l'homme de tous les jours, du point de vue santé, du point de vue éducation et du point de vue pouvoir d'achat. Si on néglige ça, on fait une erreur, en fait. Même si on a toutes les bonnes intentions. Parce que les projets à long terme, ce sont des projets qui ont besoin du travail du citoyen. Et le citoyen doit être motivé pour plus travailler, pour réaliser ces projets. Je crois que le bilan global des 2 dernières années était un bilan positif. Ça, c'est sûr, on ne peut pas nier. Il y a eu la sécurité, il y a eu la réalisation du problème, le réglage du problème de l'électricité, parce que l'électricité, c'est pas seulement l'électricité que vous avez chez vous à la maison, ce sont les usines, c'est l'énergie, etc. C'est quelque chose de très important. Ce qui était très intéressant, et moi j'ai trouvé que c'était intelligent, vous savez, on a en Égypte une économie parallèle très importante. Beaucoup plus importante que l'économie nationale, que l'économie officielle. Il y a de l'argent dans le pays. Et ça a été prouvé lorsqu'on a voulu faire le canal de Suez. Ce qui est intelligent dans cette histoire, c'est qu'on a poussé les gens, on leur a donné un projet national, ils ont sorti l'argent de dessous la dalle, comme on dit. Ils ont sorti l'argent et on a pu créer un projet. Quoi qu'il soit ce projet, mais on a pu créer un projet gigantesque par l'argent qui a sorti l'argent de dessous de la dalle. Et moi, je crois que ce système est très important. Il faut créer des projets, mais des projets productifs, des projets faire travailler les usines, faire travailler, augmenter la production, créer des emplois, surtout des projets qui créent des emplois, qui créent des emplois productifs. Par exemple, pour vous dire ça, supposons qu'on a pitié des jeunes et on leur donnait des toc-toc pour les conduire. Ça, non, il n'y a pas eu ce projet, mais pour vous dire, ça, ce sont des emplois qui ne sont pas productifs, qui n'aident pas le pays. On a besoin de créer, d'abord, de concentrer sur l'éducation, de relier l'éducation au marché du travail, de sortir des gens avec des métiers, capables de travailler, capables de produire, et en produisant, on peut exporter, et en exportant, l'économie va se redresser, et dans ce cas-là, les gens vont être enthousiastes pour aider à réaliser les grands projets. Moi, je crois que il faut être beaucoup plus rationnel, beaucoup plus sincère en parlant avec l'État. On doit applaudir tout ce qui a été réalisé pour le bien, mais il faut aussi savoir guider le gouvernement. On ne demande pas au président ou au Premier ministre d'être médecin ou d'être ingénieur ou d'être économiste. On ne leur demande pas ça, mais on leur demande de savoir sélectionner les gens qui les guident à redresser tous ces secteurs. Bien planifier également et mettre une stratégie. Si on soutient un gouvernement, si on soutient un régime, c'est en lui disant ça qu'on arrive à construire un pays. Mais en applaudissant pour le bien et pour le mal, là on lui fait plus de tort que du bien. C'est vrai. Alors également, docteur Rami Samir Mina, puisque vous êtes égyptologue, là, je voudrais bien parler avec vous de 2 points très importants. Premièrement, le tourisme. Le tourisme actuellement fait en Égypte. Alors, selon vous, comment peut-on vraiment reprendre l'élan avec le tourisme et également un projet comme le grand musée construit actuellement au Caire? Est-ce qu'un projet pareil peut-il vraiment, en tant que projet qui va regrouper des chefs-d'œuvre de la vie pharaonique, peut vraiment aider à améliorer les conditions du tourisme et des travailleurs du tourisme? À mon avis, le projet le plus important pour améliorer le tourisme en Égypte est d'ouvrir d'autres sites.
qui ne sont pas connus jusqu'à maintenant pour l'étranger. Parce qu'on a beaucoup de monuments qui ne sont pas encore découverts. Qui sont découverts, sont connus, je veux dire, découverts dans le chemin pour le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas connu. Ce n'est pas mis sur les itinéraires touristiques. Exactement. Ce n'est pas inclus, ce n'est pas mis dans le programme touristique, mais ça existe, le lieu, ça existe. Et c'est le projet que je crois personnellement, si on essaie de le faire, ça va changer pas le visage du tourisme en Égypte, ça va améliorer tous les visages de pays partout au monde. Parce que, par exemple, j'ai parlé avant dans notre programme, les sites sont connus. Par exemple, le Caire, c'est ça, le Luxor et Aswan, on visite ici, par exemple, le Vallée du Roi, le Vallée du Rhin, ce sont des lieux connus. Mais on a beaucoup de monuments qui ne sont pas encore... Nous n'avons pas besoin de beaucoup payer pour ça. Mais on doit toujours avoir un genre de... entre le ministre du Tourisme et le ministre de l'Archéologie. Parce que les deux ensemble doivent travailler ensemble pour décider les sites qu'on va ouvrir. Par exemple, le docteur Abhalim Noureddin, une fois, il y a très longtemps, a ouvert Dahchour pour la première fois. C'est entré dans le programme touristique. Avant, ce n'était pas inclus. Donc, ça a amélioré le tourisme un peu. On a besoin d'ouvrir plusieurs lieux comme ça et déclarer pour tout le monde qu'on a fait un projet comme ça. Ça va améliorer le tourisme en Égypte, ça va apporter beaucoup de touristes pour nous. Ça ne va pas coûter beaucoup parce que aussi les touristes aiment les choses primitives. Donc, on a besoin de payer, de beaucoup préparer, non seulement les choses principales, les toilettes, les choses comme ça, les chemins, la sécurité, parce que c'est très important aussi la sécurité. Et comme ça, on peut déclarer que nous avons ouvert, par exemple, Abou Sir, Abou Ghorab, Abou Rawash. C'est seulement, par exemple, dans l'endroit de Gizeh. En chaque lieu en Égypte, on a beaucoup de monuments qui sont vraiment tout à fait importants. On a besoin seulement de déclarer pour le monde, un peu préparer les sites. À mon avis, c'est le projet que vous demandez maintenant. Quel projet on fait? À mon avis, c'est le projet le plus important de faire. Parce que lorsqu'on commence à faire ça, ça va changer, ça va aussi, on va gagner beaucoup d'argent pour l'Égypte et en même temps, ça va améliorer le visage du pays. Et les étrangers aiment toujours le monument, tout le monde aime nos monuments. Pourquoi on les laisse comme ça? Pourquoi on les laisse entre le sable? Parce que c'est couvert par sable, c'est pas connu. Nous avons des trésors, mais on ne les utilise pas. Donc, on a besoin d'utiliser ça, à mon avis. Vous avez parlé de deux choses aussi tout à fait importantes avec le tourisme. Le docteur a parlé d'éducation. Vous avez parlé de mass media. Les deux sont très importants aussi. Par exemple, dans le chemin de l'éducation, c'est très important de faire attention pour l'éducation. Alors là, si on parle d'éducation, on a besoin vraiment de renouveler tout le système éducatif de l'Égypte, dès le jardin d'enfants jusqu'à la fin du cycle. Seulement d'imiter les pays qui ont fait des choses dans ce champ-là. Par exemple, le Japon. Justement, oui, le président avait visité également au cours d'une visite au Japon quelques institutions éducatives et pédagogiques afin de voir comment améliorer, mais on espère bien le voir sur le terrain. Ça, vraiment, ça va... différence en ce qui concerne l'avenir du pays. Pour améliorer le pays. Si le monde, par exemple, on ne peut pas dire par exemple combien de personnes sont illettrées en Égypte jusqu'à maintenant, ça ne marche pas avec l'Égypte. Ça ne marche pas, ça ne doit pas être comme ça. On doit faire apprendre tout le monde doit bien éduquer, comme ça on va améliorer notre pays. Donc c'est un point tout à fait important, l'éducation du pays. On doit faire attention, beaucoup d'attention pour ça. L'éducation et la culture. Oui. Bien sûr, et la santé. Oui. Et comme ça aussi, parce que l'éducation change même la mentalité. Par exemple, les gens qui ne veulent pas travailler. Donc l'éducation, on peut améliorer les idées. Quand les idées, ça change, donc les actes se changent. Oui, améliore le comportement de l'être humain, bien sûr. Exactement. Avec, quand les principes, quand les commence à améliorer, donc même comme vous avez dit, le comportement, Madame Mona va améliorer, et comme ça, les gens vont travailler, nous allons avoir de production au pays, des choses comme ça. Aussi pour le mass media, vous avez dit transparent. Ça doit être vraiment transparent, triple transparent, plus que ça, et ça doit être pour tout le monde. À mon avis, on a besoin de faire laisser tout le monde parler. Et les idées qui ne sont pas justes, il y a l'autre opinion. Donc on donne l'opinion et l'autre opinion. Oui. Et comme ça, c'est la
pression, oui, qui doit dominer. Seulement pour notre... Parce que vous parlez des langues, Madame Mona, et sans doute vous écoutez ce que se dit partout au monde, donc on a besoin de savoir comment les gens pensent et on essaye de parler franchement, d'éclairer toutes les choses et les idées qui ne sont pas justes, on les laisse parler et on les donne les idées, on donne aussi les autres idées qui sont justes. Et comme ça, on va améliorer notre pays. Comme ça, on va être le meilleur. Le meilleur pays partout au monde sont comme ça. C'est la liberté d'expression. Tout le monde parle et les idées qui ne sont pas justes, on commence à améliorer avec des autres idées. C'est toujours le contact, le discours. Et comme ça, on va. Les gens qui ont pas, par exemple, des idées très extrémistes, des choses comme ça. Améliorer tout ça, on va résoudre ce problème-là avec les autres idées qui sont justes. La majorité des Égyptiens sont modérés, sont très bien. Donc, on doit tout le monde doit parler. Et comme ça, c'est la liberté d'expression, comme vous avez expliqué maintenant, Mme Mona. Et comme ça, notre pays va être le premier pays au monde. On espère d'avoir ça. On l'espère bien. Et tous ces projets sont des projets très enthousiastes, mais on peut travailler à l'intérieur uniquement, puisque également nous sommes entourés par un scénario chaotique dans la région et même on souffre à travers par exemple la péninsule du Sinaï où vraiment il y a une vraie guerre contre le terrorisme. Selon vous, Dr Nasr, comment l'Égypte peut-elle réaliser un développement à l'intérieur et en même temps relever ces défis sécuritaires? Vous savez, parce que nous les médecins, on reçoit. Nous sommes le baromètre de ce qui se passe dans la société. Donc on reçoit des gens de partout. Donc je crois qu'une des choses la plus positives du projet actuel, c'est d'essayer de créer ces tunnels au-dessous du Sinaï pour lier la péninsule du Sinaï avec le Caire et faire un développement. Les gens qui viennent me voir, que j'opère des gens qui viennent du Harij, qui viennent du Sinaï et qui me parlent. Le problème, maintenant, ce sont la présence de bandes très bien organisées, la mafia. Des bandes de trafic d'armes, de trafic d'armes, de trafic de drogue. Et curieusement, moi j'étais très étonné de trafic d'organes et d'êtres humains. Ils sont très bien organisés. À travers les tunnels avec la bande de Gaza? Les tunnels avec la bande de Gaza. Et ils font passer les gens qui viennent des flashs et les trucs comme ça qui passent. Ceux qui paient, on les fait passer. Ceux qui ne paient pas, on les tue. Et puis, il y a tout un système très bien organisé. Et l'armée a joué un rôle très important pour détruire les tunnels, pour détruire ce système. Ceci dit, la solution de main forte, la solution militaire et policière seule ne suffit pas. C'est le développement, ce qu'ils sont actuellement en train de faire, et je pense qu'ils pourraient le faire assez rapidement. Ça, c'est un projet à faire rapidement. D'essayer de développer le Sinaï, de lier la péninsule avec le Caire, de faire entrer de l'eau, de créer des surfaces qu'on cultive, de créer des industries, de créer des emplois pour pouvoir prendre tous ces jeunes-là et les prendre de notre côté. Parce que ça, c'est un problème, à mon avis, très grave, et la solution militaire et policière seule, elle était très importante, elle représente 60%, mais elle n'est pas à seule suffisante. C'est le développement du Sinaï qui est important, et le fait de créer ces tunnels et le fait de créer cette relation entre le métropole et la péninsule du Sinaï, moi je crois que c'était un projet qui va être très très utile, et ça va en plus développer les projets qui entourent le canal de Suez et le rendre beaucoup plus réussi. Voilà. Oui. Nous avons oublié de traiter le deuxième point, c'était le grand musée
du Caire. Et cette fois-ci, je ne parle pas uniquement de l'exposition de chefs-d'œuvre de la vie pharaonique. De ce que j'ai compris, il y a des centres annexés à ce musée, des centres de recherche et d'études concernant l'égyptologie, concernant les secrets de momification, plusieurs centres également de restauration de monuments. Alors, où on est en ce qui concerne ce projet actuellement et comment un projet pareil peut donner une bonne image de l'Égypte à l'étranger? Comme vous avez dit, c'est un projet gigantesque. C'est un projet gigantesque qui va améliorer aussi le visage de l'Égypte, comme on a dit. Donc, c'est un projet... Premièrement, nous avons le musée égyptien, c'est le musée le plus grand pour le monument égyptien partout au monde. Donc, quand on commence à construire un autre musée tout à fait gigantesque comme ça, qui va absorber la majorité de monuments qui existent dans le musée égyptien, et aussi l'exposition, ça sera magnifique. Vous savez que c'est comme l'Europe, c'est pas toutes les choses comme nous avons les Égyptiens, toutes les fois. Donc on ne peut pas voir bien, donc c'est totalement différent entre des pièces et l'autre pièce, donc on doit marcher un peu, donc il y a la lumière. Oui, c'est tout à fait bien fait. Et la sécurité. Et la sécurité, et aussi avec l'autre centre que vous avez, qui est l'annexe que vous avez mentionné maintenant, c'est très important pour le travail dans le champ de tourisme et dans le champ d'archéologie. C'est très important d'avoir cette annexe avec... Et quand est-ce que le projet sera-t-il inauguré? C'était tout. Je ne veux pas dire parce qu'on a écouté beaucoup de dates qui sont pas réalisées jusqu'à maintenant. Moi, on espère que ça sera récemment fini et comme ça, on va ouvrir. Mais je ne peux pas dire parce qu'on ne peut pas garantir parce que c'était déclaré plusieurs fois avant. Mais ça, en ce qui concerne les expositions des pièces, mais je crois que les centres annexes travaillent dès maintenant à œuvre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des projets réalisés dans ces centres de momification ou des secrets de momification, des restaurations, n'est-ce pas? Il y a un travail. C'est juste, il y a un travail et c'est en fonctionne maintenant, ça fonctionne et ça continue et ça va continuer tout le temps quand le musée existe sans doute. Et je vais dire que c'est très important, c'est un projet gigantesque et aussi ça va améliorer le tourisme en Égypte beaucoup. On l'espère bien. Docteur Mohamed Nasr, vous avez également mentionné le problème des pannes d'électricité qu'on a connues pendant 2 ou 3 années. Aujourd'hui, heureusement, on ne presque pas ce problème. Vous savez que pendant cette période de panne d'électricité, je me rappelle à plusieurs reprises, j'étais en train d'opérer et j'ai eu on a un générateur, mais le générateur, il prend 30 secondes pour revenir. Et moi, je me rappelle, j'étais en train je fais un pontage coronaire et je prenais le point de l'angle de l'artère coronaire l'IVA. L'IVA, c'est l'artère interventriculaire antérieure. On l'appelle l'artère fabricante de veuves ou fabricante d'orphelins. Si vous ne prenez pas bien le point de l'angle, l'anastomose va se former et perdre le malade sur la table. Et moi, je me rappelle, je prenais un point, j'ai eu une panne d'électricité. Heureusement, et jusqu'à maintenant, on m'appelle... Vous savez, il y avait un film d'Adel Imam qui s'appelle Le Prince de l'ombre. Mes assistants, ils m'appellent le Prince de l'ombre parce que à force d'opérer, je savais la pointe de l'angle, je l'ai prise, mais... Heureusement pour le patient, docteur. Et la dame que j'opérais, elle vient me voir. Et hier, par hasard, il y a une dame qui est venue me voir et elle m'a dit, je viens de la part de votre malade, le prince de l'ombre. Or, maintenant, ce problème a disparu. L'énergie, un pays, pour se développer, il a besoin d'énergie. Justement, on a... Le fait d'avoir commencé l'ère nucléaire, c'est quelque chose de très important, à condition d'être bien précis et d'être bien rigoureux et de suivre les choses à la lettre. Il ne faut pas faire l'intelligent, il faut suivre les règles à la lettre, parce que l'énergie nucléaire, ce n'est pas du jeu. Une faute, ça peut être grave. Ceci dit, donc là, le réacteur nucléaire, c'est une grande réaction. Il faut aussi développer l'énergie solaire et éolienne. L'énergie solaire et l'énergie
qui se répètent. Énergie renouvelable, bien sûr. Les énergies renouvelables, les éoliennes, etc. Il y a un projet dans le désert avec beaucoup d'éoliennes, mais qui s'est arrêté récemment, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça, c'est une des priorités. Il faut refaire démarrer ce projet d'éoliennes et le d'énergie solaire, tout en gardant l'énergie nucléaire, parce que vraiment le nucléaire quand même, ça donne une grande énergie, mais à condition d'être très rigoureux, et je répète, très rigoureux, très discipliné, et suivre les règles à la règle. Oui, voilà. Alors pour répondre à ce point concernant le réacteur nucléaire, tout le monde a des craintes concernant ce projet, bien sûr. Moi, j'ai parlé à un des experts qui sont en train de réaliser ce projet, Dr Hoda Bouchedi, qui m'a dit que le projet est tout à fait bien encadré. C'est que actuellement, on a pris la technologie d'une génération avancée de nucléaire qui ne se trouve même pas en Europe actuellement, et qu'il y a une école qui a été fondée à Daba, école secondaire technique, juste pour même les ouvriers qui vont travailler sur le site du réacteur. Actuellement, on réalise ce projet pour qu'il soit à la hauteur de réaliser un projet pareil. Bien sûr, il y aura des experts égyptiens et étrangers qui seront à la tête du projet. Mais moi, j'avais des craintes concernant la main-d'œuvre. On m'a dit qu'actuellement, on est en train de former cette main-d'œuvre pour que, quand vous venez de le mentionner, que ce soit un projet tout à fait bien encadré, bien sécurisé, bien réalisé. Vous savez, c'est comme en chirurgie cardiaque, lorsque j'ai commencé ma chirurgie cardiaque, mon professeur, on faisait une interview pour être recruté. Il disait, pour faire de la chirurgie cardiaque, entre autres, il ne faut pas être intelligent, il faut être quelqu'un d'intelligent, mais qui est très discipliné et qui suit les instructions à la lettre, et qui doit la discipline, la rigueur et l'obéissance. Sinon, ça a une catastrophe nucléaire. Alors, jusqu'à maintenant, c'est bien encadré, bien sécurisé. C'est très bien. Vous nous dites là sur cette histoire d'école, moi je crois que ça c'est important. Il faut former des gens. Les gens qui y travaillent doivent être des gens très rigoureux et très disciplinés. Oui, alors, chers téléspectateurs, c'était une édition spéciale de notre programme direct afin de mieux analyser les projets réalisés au cours de 2 années du mandat du président Abdel Fattah el-Sisi. Beaucoup de projets ont été réalisés, d'autres qui attendent sur la d'être réalisé au cours de 2 années à venir, plein de prospérité pour l'Égypte. Et je tiens à remercier mes invités pour aujourd'hui. Dr Rami Samir Lina, vous êtes égyptologue, c'est bien d'être parmi nous. Et Dr Mohamed Nasr, membre du haut comité du parti Louavd et professeur de chirurgie cardiaque. Merci bien d'être parmi nous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition. Notre programme direct. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. D'ici là, passez d'agréables moments et au revoir.